Bienvenue dans Je pensais que j'étais la seule, le podcast qui amplifie la voix des femmes dans un système de santé patriarcal qui nous oublie, nous isole et nous fait douter de nous-mêmes. Quand notre douleur est minimisée, quand les diagnostics tardent et quand nos récits sont absents de l'espace médiatique, c'est une double peine. Je suis Maa Ghanem et j'ai créé cet espace pour briser le silence, déconstruire les tabous et faire communauté. Ici, les femmes prennent la parole, qu'elles soient patientes, aidantes, soignantes, pour dire haut et fort ce que beaucoup d'entre nous vivent en silence. Parce qu'aucune femme ne devrait penser qu'elle est seule, parce qu'ensemble on est plus forte. Bonjour Aurélie. Salut, ça va? Ça va, bienvenue dans Je pensais que j'étais la seule. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci. Aurélie, avant qu'on commence, dis-moi comment ça va pour toi aujourd'hui? Eh bien, écoute, j'ai l'impression que octobre me roule dessus. Je comprends exactement ce que tu veux dire. Et nous ne sommes que le 17 octobre. Ressenti 3 novembre, au moins. J'adore. Moi, c'est même un ressenti 27 décembre, là. Voilà, c'est ça. Donc, quand est-ce qu'on déballe les cadeaux de Noël? Alors du coup, on va y aller vraiment à la cool, tranquillement. Aurélie, je t'ai découverte via Instagram, où tu parlais d'endométriose et plein d'autres pathologies, du système de soins. Et je me suis dit, mais c'est exactement pour des femmes comme toi, c'est exactement pour ce type d'expérience du système de soins et des médecins et de la médecine et des professionnels de santé que j'ai lancé le podcast. Et donc, je me suis dit qu'il fallait absolument que je t'invite. Dès les premiers échanges, tu étais hyper partante, donc je te remercie. Aurélie, est-ce que tu peux te présenter dans tes propres mots, nous dire un peu qui tu es? Et ensuite, on va commencer tranquillement. Ok. Je m'appelle donc Aurélie. Je viens de fêter mes 45 ans. Bon anniversaire! Merci. J'habite en Bretagne. Je suis multipathologique. J'ai plusieurs pathologies à mon arc. J'ai de l'endométriose qui a été diagnostiquée quand j'avais 22 ans. J'ai eu un cancer du sein, hormonodépendant. J'ai une maladie auto-immune de peau qu'on m'a diagnostiquée il y a très peu de temps, à la suite d'une biopsie l'année dernière. Je suis également cœliaque, c'est des intolérances au gluten. Et actuellement, je suis en plein diagnostic de TDAH. Je sais le recul que tu prends sur toutes ces choses-là et sur la vie avec tout ça et comment tu as appris à t'adapter et peut-être même à te suradapter, on va en parler. Je dis ça parce que je connais ça, le diagnostic d'endométriose et puis la maladie auto-immune et puis la maladie de peau. Et je suis également intolérante au gluten et au lactose et je dois suivre un régime antihistaminique. Quand le système immunitaire commence à partir en vrille et quand on a des problèmes de santé, en vrai, assez souvent, quand on est une femme, c'est pas juste un, c'est plusieurs. Donc vraiment, merci de le dire avec autant de vérité et de clarté. Merci, j'apprécie. Il faut savoir que j'ai eu une information il y a très peu de temps qui mettrait en évidence que quand on a de l'endométriose, en général, il y a un lien avec des maladies sous-jacentes auto-immunes. Notre système immunitaire est mis à mal. On a souvent une seconde pathologie, sclérose en plaques, enfin un peu la totale. Voilà. J'ai lu la même étude et je la mettrai dans le lien de description du podcast. Merci beaucoup. Du coup, j'ai envie de te dire, par quoi tu veux qu'on commence sur cette liste? Peut-être par le début de quand j'étais petite. Allez, commençons au commencement. C'est parti. En fait, quand j'étais petite, j'avais déjà pas mal de problèmes de santé, en tout cas des problèmes de peau. Je me grattais régulièrement jusqu'à 100. Et puis, un jour, mes parents m'ont emmenée chez le médecin qui a dit que j'étais un enfant trop stressé, qu'il fallait couper les ongles et m'attacher quasiment les mains pour ne pas me gratter. Ça a commencé comme ça, un parcours un peu culpabilisant, tu vois. Oh, je vois. Et puis, ça revenait régulièrement. Donc, on était dans les années 80. Il y avait quand même un certain traditionnalisme au niveau de la médecine, très paternaliste également. Beaucoup d'hommes dans la médecine. Et les femmes passent toujours pour des hystériques, on va dire. Ça a démarré comme ça. C'est un des souvenirs que j'avais. Et puis après, quand j'ai eu mes premières règles, je suis tombée malade dès mes premières règles. En fait, je faisais des syncopes, je loupais des jours d'école, je tombais dans les pommes. J'étais pliée en deux dans mon lit. La première chose qu'on a fait, c'est de m'emmener chez le gynécologue pour me mettre sous pilule très rapidement, sans expliquer le pourquoi du comment. Et puis, à l'âge de 18 ans, je souffrais énormément, à avoir envie de mourir par terre de douleur. Un des gynécologues que j'ai vu à l'époque, et c'est mon père qui m'avait emmenée à la consultation, je me rappelle, m'a fait mal et je lui ai dit que je souffrais. Et en fait, à la fin de la consultation, il est venu chercher mon père dans la salle d'attente et il lui a dit
Votre fille n'a pas besoin de voir un gynécologue, elle est folle, il faut qu'elle aille voir un psy. Voilà, c'est dans sa tête les douleurs. Waouh! On va prendre une petite inspiration ici. On va un peu respirer là-dedans. C'est les premières expériences médicales. Premières expériences médicales quand tu as 18 ans. Quand tu es une jeune fille, tu vois, c'est la confiance dans la médecine qui a mal démarré. Qui a absolument mal démarré, mais tout à fait, mais je comprends. Sur les problèmes de peau, ça me fait me souvenir, j'ai grandi en Tunisie et quand l'été venait, j'avais aussi des problèmes de peau, tu vois, tu viens de me faire repenser à ça. Moi, j'avais de la chance, les amis de ma mère étaient des femmes médecins et biologistes. On me mettait dans des bassines avec des produits pour enlever les boutons, comme ça, mais sans aller plus loin. Et quelques années plus tard, quand j'ai eu mes premières règles, j'ai fait une hémorragie du corps jaune, ce qui va provoquer quelque part les règles à ce moment-là. Et je me souviens très bien que le chirurgien est rentré dans la chambre et a dit à ma mère « Mais vous inquiétez pas, elle pourra avoir des enfants ». J'avais 14 ans. Voilà, ces gynécos ou chirurgiens gynécologiques, hommes, qui sont là et qui ont des préoccupations que toi-même tu n'as pas et qui t'enferment dans une case. Toi, tu es là, tu as de la douleur, tu as des syncopes. Moi, j'étais en train de me vider, pas de me vider de mon sang, mais de vomir partout. Et aux urgences, on lui avait dit aussi, hein, vous avez bien fait d'emmener votre fille parce que vraiment, à quelques heures près, elle y passait. Et nous, on est là et on souffre dans nos corps de femmes. Et au final, on est renvoyé soit au pouvoir de reproduction que l'on a, soit à ce que la médecine a toujours dit des femmes, c'est-à-dire qu'on est hystérique. C'est ça. C'est ça, donc ça démarrait bien. Ça démarrait bien au niveau de la confiance en soi, j'ai envie de dire, parce que tu te dis, bon, bah, c'est dans ma tête. Donc, je vais mettre ma santé physique de côté, c'est dans ma tête, je vais faire un travail sur moi. Comment on peut faire un travail sur soi quand on a 18 ans? On n'a pas de recul déjà. Voilà. Non, t'as pas de recul. Et puis surtout, une fois de plus, tu as besoin du soutien d'une personne qui s'est spécialisée en gynécologie obstétrique. Son business, son fonds de commerce, ça reste les femmes quand même. Au lieu d'essayer de comprendre, au lieu de dire « bah voilà, je t'ai fait mal, je suis désolée », et on en parle aussi avec Jordania dans l'épisode 2 de la première saison, en fait, voilà, on te renvoie, on te dit « c'est ta faute en fait, c'est toi, c'est dans ta tête ». Là, faut dire que dans les années 98, la médecine, c'était quand même encore autre chose par rapport à aujourd'hui, parce que déjà, il n'y avait pas le consentement, la demande de consentement dans un examen médical, qui aujourd'hui est devenu quelque chose de normal, hein, on peut le dire. Mais à l'époque, on te rentrait une sonde vaginale, on te demandait pas. On ne te prévenait pas, même. C'est ça, on te dit même pas l'examen va commencer. Non, C'est ça. ça y est, c'est parti. Sois là, écarte les jambes et c'est parti. Exactement. Absolument. Et c'est des rapports de force et de domination et de vision du corps de la femme qui finalement ne lui appartient pas, appartient à la société, voire même, en fait, n'est même pas considéré. Mon Dieu, je dis beaucoup waouh dans ce podcast et chaque témoignage vraiment me conforte dans le fait, malheureusement, que toutes les histoires que l'on peut vivre individuellement, elles parlent de défaillances structurelles et de défaillances collectives. Et donc, qu'est-ce qu'on t'offre comme proposition pour te soulager, pour t'aider quand tu as des 18 ans, en dehors de te dire que tu es folle? Alors, la pilule, voilà. La pilule en continu, il me semble, à l'époque. Parce qu'évidemment, je fonctionnais pas quand j'avais mes règles et je tombais par terre. Donc, c'était impossible de vivre dans cette douleur. Et puis, de 18 à 22 ans, je vis comme je peux. Je pars à l'étranger, faire un stage en Amérique latine. Et au retour de ce stage, j'ai vraiment des grosses douleurs ovariennes. Je me dis, j'ai dû choper un truc là-bas. J'ai bu l'eau du robinet, je sais pas, moi, T'essayes de poser quelque chose de ce qui vient là sur des symptômes. C'est ça. Je prends un rendez-vous pour une échographie et là, on me dit « Ah bah non, c'est pas une hépatite A, vous avez des kystes ovariens de 7 cm de diamètre. Vous en avez 2. » Oui, parce que comme on nous apprend que la douleur, c'est dans la tête, Bien sûr. j'étais loin de m'imaginer que j'avais des kystes ovariens. Je suis tombée à l'époque sur un gynécologue chirurgien qui connaissait l'endométriose. Waouh! Ouais. On est en quelle année là? 2002. Ok. Il me dit qu'il va me faire une chirurgie, il m'explique que j'ai de l'endométriose. Alors, je crois pas qu'à l'époque, il m'explique que c'est une maladie qui est incurable. Pour moi, il me dit, on va m'opérer, puis après, je vais bien. Ça sera fini. C'est ça. Ouais. Donc, il m'opère. Effectivement, ça se passe bien. On fait la ponction des kystes ovariens. On me met sous ménopause artificielle sans m'expliquer vraiment le protocole et les risques de la ménopause induite. Et puis, quelques mois plus tard, je repars sous mon traitement de pilule, tout simplement. 3 ans se passent à peu près. Je pars m'installer au Venezuela cette fois-ci. Et la veille de prendre l'avion, je suis prise de douleurs énormes, au point que je me dis, je vais pas pouvoir prendre l'avion. Waouh! Mais je me dis, j'avais acheté un billet étudiant, tu vois, j'avais pas beaucoup d'argent. Je dis, si je monte pas dans l'avion, je perds mon billet, donc j'y vais.
J'arrive là-bas en crise énorme et à l'époque, mon copain avait de la famille médecin, donc il m'envoie aux urgences direct à l'arrivée. Et en fait, c'était l'endométriose qui était revenue au niveau intestinal. Donc opéré à 10 000 km en urgence avec encore une fois un super chirurgien qui a fait une éventration minime, mais il a fait une résection de la paroi intestinale, je crois. Parce que voilà, j'ai les comptes rendus, mais tu vois, en espagnol, donc je me rappelle plus trop. Oh là là. Ok. Mais franchement, alors pareil, on va faire une petite pause ici aussi et respirer. Vraiment bravo pour ce courage que tu as eu de te dire en même temps, tu étais dans une douleur la plus aiguë, mais tu es là-bas, dans un pays que tu ne connais pas encore, et on te propose une éventration. Une éventration, meuf. Et toi, tu y vas parce que bah, t'as pas le choix. Et en même temps, heureusement que tu avais quand même ce petit ami qui était là et qui connaissait des gens. Bah, il était vénézuélien. C'est devenu mon mari par la suite, mais on a divorcé depuis. Genre ce petit ascenseur émotionnel. Oh. J'avais connu une fois le pays, donc non, je savais que j'étais entre de bonnes mains, ça c'est Ok. sûr. Donc ça, c'est une seconde opération. Je me sépare, justement. Je continue à vivre au Venezuela. Je rencontre mon second mari, un Français. Je me perds dans les détails. Non, vas-y. Et je lui dis, bah, je voudrais un enfant, mais comme j'ai de l'endométriose, il va falloir faire un parcours de fécondation in vitro, etc. Donc on commence tout ce parcours au Venezuela et Waouh. de nouveau, en fait, on me dit, bah, on va arrêter la pilule. Donc ça faisait plus de 10 ans que j'étais sous pilule en continu, hein. On arrête la pilule, en 5 mois, l'endométriose revient partout. Ouais. Ouais, je te crois. J'ai eu la même chose. J'ai pris la pilule en continu pendant presque 20 ans et à partir du moment où j'ai arrêté de la prendre, c'est revenu. Alors, moi, j'avais pas eu un diagnostic formel d'endométriose suite à cette opération du kyste hémorragique du corps jaune. J'avais pas eu ce diagnostic-là, mais on m'avait mise sous pilule quelques mois plus tard et je l'ai prise en continu pendant 20 ans. Et le jour où je l'ai arrêtée, je passe d'examen gynéco où il n'y a pas de trace d'endométriose à j'ai une endométriose profonde de grade 4. J'étais comme « What ?» Plus des fibromes. T'es comme « Quoi ?» Mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, ouais, elle arrête la pilule, ça vraiment, la pathologie revient avec une vengeance presque, tu vois. Vas-y, continue, désolée. Non, t'inquiète. Donc, sur la table d'opération. Et en fait, ils pensaient que j'avais quelques endométriomes, donc pas grand-chose. Mais en fait, quand ils ont ouvert, j'ai passé 7 heures sur la table d'opération. Voilà, il y en avait partout. Et à la sortie du bloc, quand je me suis réveillée, on m'a dit que je ne serais pas maman, que j'étais infertile et que voilà, les trompes étaient touchées, que ce ne serait pas possible d'être maman. À la sortie du bloc. Enfin, à la sortie du bloc. Quelques jours après, je me rappelle plus, tu vois, j'étais un peu dans le potage. Mais en tout cas, oui, ils me l'ont annoncé très rapidement. Et là, je me suis dit, bon, moi, je veux un enfant. Donc, c'est pas parce qu'on me dit que je vais pas en avoir que, voilà. Et là, il faut prendre une décision, c'est est-ce que je reviens en France pour être prise en charge dans un système qui est quand même chouette en France? Parce qu'en Amérique latine, c'est comme le système américain, c'est privé. Donc, on parle de dizaines de milliers de dollars. Donc là, je décide de laisser ma vie en Amérique latine et de revenir m'installer en France. J'avais 29 ans, donc repartir sur une vie en Europe, qui a été longue pour être maman, un long parcours. Ouais. Est-ce que tu veux m'en parler un petit peu? Ouais. Déjà, quand je suis revenue, personne ne me faisait confiance pour retrouver du travail. Donc, en Bretagne, personne n'a voulu de moi. Je suis montée à Paris. Alors, attends, comment ça? Donc tu reviens en France en 2009, c'est ça? Je reviens en France en 2009 après avoir vécu quasiment 10 ans en Amérique latine. Je suis trilingue. D'accord. Trilingue anglais, français, espagnol. J'ai travaillé dans des ambassades. J'ai été assistante d'ambassadeur, traductrice. J'ai travaillé auprès d'hommes politiques. Mais bon, bah voilà, ça fait un peu peur. Quelqu'un qui a vécu 10 ans à l'étranger, ils se disent « Oh, celle-là, elle va repartir, elle a la bougeotte, tu vois ?» Donc les entreprises bretonnes sont pas chaudes pour m'embaucher. Ok. Donc, il faut que je trouve un poste à dimension internationale et je monte à la capitale, bien évidemment. Donc, mon parcours de fécondation in vitro que je démarre en Bretagne est transféré à Thonon, dans le service médical du professeur Daraï. Ok. Le fameux. Le fameux, que je n'ai pas rencontré. Ok, bon, c'est déjà ça. Je ne l'ai pas rencontré, mais Comme on dit en anglais, you dodge the bullet. c'est bon, je pense que Vraiment. j'avais déjà eu assez, là, quand même. Je parle pas de toutes les violences gynécologiques et obstétricales que j'ai eues sur mon parcours, parce que là, ce serait quand même trop long, mais j'en ai subi énormément. J'ai été quand même vue par une centaine de médecins à poil dans tout mon parcours. Donc, j'arrive à ce service de fécondation in vitro. Et là, des suites de ma dernière opération, j'ai une hernie ombilicale.
Donc il faut D'accord. réopérer et on me met une plaque au niveau du nombril. Une plaque qui sert à quoi? À éviter d'avoir l'hernie qui ressort, à OK. contenir. Donc j'ai une petite plaque dans le ventre. Génial. Je suis un peu Robocop, moi. Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je voulais juste revenir 2 secondes pour les personnes qui écoutent le podcast et qui ne le savent pas. Donc le professeur Daraï, c'est ce médecin gynéco-obstétrique, qui fait des formations, qui intervient dans des conférences, qui a ce service de PMA et de gynécologie et qui a été accusé par plus d'une trentaine de femmes, en fait, de violences volontaires, disons les choses telles qu'elles sont, et qui a été placé sous contrôle judiciaire et qui aujourd'hui, reprend sa vie, voilà. Je crois qu'il y a Donc des comme ça pétitions qui sont en train de passer en ce moment d'ailleurs. sur l'Insta du podcast, on a aussi fait des ripostes parce qu'il est important de pouvoir nommer et de pouvoir dire aussi pour la sécurité des femmes, en fait, les gynécologues qui ne nous veulent pas du bien, les professionnels de santé qui ne nous veulent pas du bien. Merci beaucoup d'avoir osé le dire. Les médecins ne sont pas tout puissants, il faut le rappeler. Exactement, malgré ce qu'on leur inculque peut-être en faculté de médecine et la façon dont la société les voit. Et donc voilà, donc il a été mis en examen pour violences volontaires et aujourd'hui, voilà, il recommence à donner des formations. C'est ça. Parenthèse refermée. Donc toi, tu disais, tu as été vue nue par une centaine de professionnels de santé, tu as vécu des violences gynécologiques et obstétricales. Il n'y a pas assez d'un épisode pour en parler, donc c'est dire l'ampleur des choses. Et on voit donc cette hernie ombilicale. Comment est-ce que la suite de la PMA se passe pour toi, de ce parcours PMA se passe pour toi? Franchement, la PMA à Thonon, ça a été hyper compliqué dans les années. Là, on est en 2013-2014. Je me suis sentie comme un numéro au loto qui vient prendre sa température le matin. Pas un bonjour, pas au revoir. On aurait dit Bagdad, l'hôpital. Sans déconner, vraiment. Ah, je te crois. Les injections d'hormones, on t'explique rien. Il y a eu une très mauvaise prise en charge. Et quelques années plus tard, il y a à peu près 2 ans, j'ai eu une consultation psy parce que je voulais faire don de mes ovocytes. Ça, c'est une autre histoire. Ils se sont excusés. Ils ont présenté des excuses. Le service a présenté des excuses pour la prise en charge de la PMA qui était déplorable à l'époque. Faut le savoir. Waouh! Déplorable. Pareil, merci de le dire. Merci de le dire publiquement. Donc ils se sont bien rendus compte. Ils Très s'en sont bien. rendus compte. Fou! Incroyable, incroyable, incroyable. Et donc aujourd'hui, tu es maman. Aujourd'hui, je suis maman. 1 mois plus tard, après cette hernie ombilicale, je tombe enceinte avec la PMA. Donc, comme quoi, ne jamais dire jamais. Peu importe ce que les médecins disent, peu importe ce qu'ils diagnostiquent, je pense que quand on veut quelque chose et qu'on y croit très fort, voilà, on peut devenir maman. C'est pas parce qu'on nous dit qu'on est infertile que... On nous dit tellement de choses, les femmes, sur notre corps, notre infertilité, ou notre fertilité. Ça prend tous les débats, ça prend toute la place. On nous dit tellement de choses fausses. Encore récemment, on apprend que non, c'est pas le spermatozoïde le plus rapide qui peut entrer dans l'ovule, c'est l'ovule qui choisit le spermatozoïde qu'elle veut. Que pareil, c'est pas le fait d'avoir des ovules qui vieillissent, en fait, qui font que les enfants peuvent naître avec des problèmes au niveau génétique, mais en fait, c'est plutôt le sperme qui se dégrade, que l'ovule en lui-même n'a pas de mutation, etc., etc. Et tout ça par, une fois de plus, manque de recherche sur la santé des femmes et même sur les aspects où la majorité de l'argent de la recherche est concentré, c'est-à-dire notre capacité à nous reproduire et où le cancer du sein. Et paf, la belle transition. T'as vu cette petite transition du coup pour en arriver sur le cancer, si évidemment tu as envie de partager ça avec nous. Tu disais au début qu'il était hormonodépendant. Je vais juste terminer la parenthèse, quelque chose qui me semble important. À 40 ans, j'ai un retour d'endométriose qui revient au niveau de la période qui correspond au Covid. Et là, ma gynécologue de l'époque me dit qu'elle ne peut plus rien pour moi au niveau de mes douleurs et que elle jette l'éponge en gros. C'est soit on fait une hystérectomie, soit on en reste là. Et sauf que comme mon endométriose n'est pas que à l'intérieur de l'utérus et plutôt aussi à l'extérieur, là je me dis, je vais pas refaire d'opération. C'est plus préconisé maintenant après 4 chirurgies, c'était déjà très lourd à l'époque. Donc je commence à me désolidariser du corps médical et de décider d'être mon propre médecin et mon propre testeur de qu'est-ce que je vais mettre en place, et je décide d'arrêter la pilule du jour au lendemain. En me disant, j'ai 40 ans, ça va peut-être revenir, j'ai les boules, mais là, il faut que je mette quelque chose en place parce que c'est juste plus possible. Voilà, gros déclic qui a été très positif, entre guillemets, puisque 1 an plus tard, j'ai un cancer du sein hormonodépendant. Qui dit cancer du sein hormonodépendant dit plus le droit de prendre la pilule. Voilà, de toute façon. Merci déjà de partager ça.
Et c'est une idée extrêmement forte, hein. Ce côté, tu dois devenir ton propre médecin. Tu as déjà eu 4 opérations par rapport à cette endométriose. Tu as des douleurs. Ta gynéco te dit qu'elle peut plus rien faire pour toi. Pareil, en saison 1, Laurie est venue nous parler de cette problématique, c'est-à-dire qu'elle a eu ses règles un jour normalement. Elle a eu très mal et puis les règles sont parties, mais la douleur est restée. Elle a dû subir une hystérectomie. C'est ce qu'on lui avait préconisé et donc elle fait ce deuil de son utérus. Et suite à cela, pendant encore 4 ans, en fait, elle a eu un parcours de la combattante pour pouvoir se débarrasser de cette douleur et pouvoir se retrouver et retrouver sa vie. Donc vraiment, ce côté hystérectomie, le nombre de femmes que je rencontre avec des problèmes de fibrome ou des problèmes de douleur ou des problèmes d'endométriose à qui on propose ça, j'ai envie de dire quasiment maintenant comme première intention de soin, c'est absolument choquant et dévastateur à la fois. Et donc ce que tu dis de reprendre aussi ta santé en main, je sais que moi j'ai fait la même chose sur ma maladie auto-immune, c'est-à-dire que ce qu'on m'a proposé c'est de la cortisone, faire taire mon système immunitaire et puis voilà. Et donc en fait à un moment quand tu en as la possibilité, hein, tout le monde n'a pas forcément le temps, l'énergie ou l'envie de pouvoir te reprendre en main et de pouvoir devenir ta propre soignante. Parce que en vrai, notre première soignante, c'est nous-mêmes. La personne qui vit dans notre corps, qui vit dans notre quotidien, qui se connaît, qui connaît les signaux de notre corps, finalement, eh bien, c'est nous. Et il y a ce côté aussi où le système de soins ne peut ce qu'il peut. Et quand on sait que de toute façon, la médecine, elle est endocentrée, c'est-à-dire basée sur la physiologie et la physionomie de l'homme, et plus spécifiquement de l'homme blanc de taille moyenne et de poids moyen, en vrai, qu'est-ce qu'elle peut faire quand tu as des problèmes d'endométriose, etc., etc., même si ça commence un petit peu à changer et à bouger. Et c'est vrai qu'ici, je pensais que j'étais la seule, on dit que parler, c'est agir et qu'agir, c'est commencer à guérir, parce que guérir est un verbe d'action et à un moment, eh bien, il est nécessaire de prendre les choses en main pour soi-même. Voilà. À nouveau, parenthèse refermée. Donc je décide de mettre énormément de choses en place, de tester beaucoup de choses et surtout de me renseigner sur la maladie parce que en fait, je n'étais pas actrice de ma santé, c'est-à-dire que j'ai toujours suivi les médecins et je ne connaissais pas bien l'endométriose. Donc j'ai commencé à me documenter moi-même, à acheter énormément de livres et à me dire je vais mettre en place plusieurs choses et je vais tester différentes choses. Par exemple, l'alimentation anti-inflammatoire, le sport adapté, la micronutrition. En fait, je testais plein de choses et je voyais ce qui allait bien, qu'est-ce qui fonctionnait. Et donc, j'ai commencé à apprendre à écouter mon corps. Et cette écoute de mon corps, c'est ça qui m'a sauvée. Parce que j'ai senti à un moment donné qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et j'ai eu une petite voix qui m'a dit « Va faire une échographie mammaire ». Pourquoi? Pour qui? J'avais perdu un peu de poids et j'avais des décharges électriques au niveau du sein. Il faut savoir que la douleur ne fait pas partie de la symptomatologie en France, n'est pas reconnue comme étant un symptôme du cancer du sein. Aux États-Unis, oui, mais en France, non. Donc moi, je suis allée voir une sage-femme et je lui ai dit « Écoutez, je voudrais une échographie mammaire ». Et c'est comme ça qu'on a décelé que j'avais un cancer. Il n'y avait pas d'autopalpation, il n'y avait pas de boule. En tout cas, à l'époque, au palpé comme ça, on ne sentait rien. Bon, après, quand on a fait l'échographie, oui, il y avait quelque chose, mais je ne l'avais vraiment pas senti. Et c'est juste ma petite voix qui m'a dit « Va faire une échographie mammaire ». De l'importance de s'écouter et d'écouter son corps. C'est ça. Merci Aurélie. Reprendre le pouvoir sur son corps, sur sa santé, c'est le message que je veux faire passer aujourd'hui. C'est vraiment écouter son corps. Quand il dit qu'il a mal, qu'il y a quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Peu importe que le médecin te dise l'inverse, je pense qu'il faut se fier à son intuition à un moment donné. Et c'est comme ça qu'on avance aussi sur son parcours de soins. Je suis absolument à 100% d'accord avec ça. Et merci de le dire. Du coup, ça, c'est une nouvelle transition, on va dire, vers aussi ce que tu fais actuellement et un programme que tu as monté pour les femmes en Bretagne autour de l'endométriose. Et j'aimerais vraiment beaucoup que tu nous en touches quelques mots, s'il te plaît. Ouais, alors, avec tout ce parcours-là, évidemment, on va dire que quand j'ai eu mon cancer du sein, je me suis réconciliée avec le corps médical. J'ai choisi d'être bien entourée avec une équipe bienveillante et pas comme l'endométriose, mais quand j'ai su que j'avais un cancer du sein, la première chose que j'ai fait, ça a été de me documenter énormément pour pouvoir prendre les décisions conjointement avec mon équipe médicale et non pas subir les protocoles. C'est à partir de là que j'ai eu le déclic pour faire une formation de patient partenaire. Patient expert, patient partenaire, il y a plusieurs mots. Moi, je préfère dire patient partenaire parce que c'est travailler main dans la main avec les équipes médicales. Et l'hôpital de ma région m'a offert une formation
pour devenir donc patient partenaire. Ça consiste à créer des programmes d'éducation thérapeutique. Là, en Bretagne, on est le premier programme d'éducation thérapeutique en endométriose sur notre région. On l'a construit pendant 1 an avec une équipe de 25 soignants, 2 patients partenaires. C'est la vraie éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, ça veut dire que quand tu crées un programme, tu travailles avec des patients. S'il n'y a pas de patients, ce n'est pas un programme d'éducation thérapeutique en tant que tel. Il y a le savoir d'un côté, l'expérientiel de l'autre, et ensuite on met en commun nos domaines de compétences pour pouvoir créer ce programme, parce qu'il est fait pour qui, par quoi, il est fait pour le patient et non pas pour le soignant, on le rappelle. L'éducation thérapeutique, c'est ni plus ni moins d'écouter le patient en fait, et que le patient puisse gérer sa pathologie et puisse prendre les décisions et qu'on ne lui impose rien du tout. C'est de l'écoute active, donc c'est vraiment le patient au cœur de sa pathologie qui va gérer lui-même sa maladie et qui va apprendre à la connaître à travers un programme d'éducation. J'ai co-créé le programme avec 25 soignants, donc comme je le disais, de tout horizon, autant des professions libérales que dans le public et sur plusieurs territoires. Ça a été très challengeant et une fois que ça a été Incroyable. créé, ça a été validé par l'Agence régionale de santé qui a fait une dotation pour que le programme se mette en route. Et la formation m'a permis, moi, de pouvoir travailler en aval avec les patients, c'est-à-dire de pouvoir animer au même titre que les soignants des ateliers en groupe ou bien de faire des séances individuelles avec les patients. Si j'avais pas la formation, j'aurais pas pu faire ça. Je pouvais travailler en amont, mais je pouvais pas travailler en aval. Et moi, j'ai envie de travailler avec les femmes, évidemment. Évidemment. Et donc, pour les personnes qui nous écoutent, on va expliquer ce que c'est que les agences régionales de santé. Ce sont des établissements, des émanations locales du ministère de la Santé et des Affaires sociales et qui, dans les régions françaises, sont en charge de veiller à la sécurité sanitaire, à définir et à financer les actions de prévention et de promotion de la santé et qui doivent aussi participer à la gestion des crises sanitaires avec la préfecture quand il y en a besoin. C'est-à-dire que, premièrement, cette validation de l'ARS, pouvoir travailler avec des professionnels de santé de ce qu'on appelle en France de la ville, c'est-à-dire en profession libérale, et pouvoir travailler avec des professionnels de santé de l'hôpital, fait que ce programme est extrêmement complet. Une autre chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est la formation de ce qu'on appelle patient expert ou partenaire. Je sais pas, toi tu l'as fait à la Sorbonne, à Paris ? Non, alors à la Sorbonne, j'y avais pensé au tout début de mon parcours, mais voilà, c'était quand même vachement loin. Et surtout, j'avais pas les fonds. Là, c'est une formation qui a été faite avec l'AFDET. Tout à fait. Tu connais, Je hein ? vois tout à fait, tout à fait. Ils sont présents partout au niveau national, il me semble, pour promouvoir l'éducation thérapeutique. En tout cas, les formations, ça dure 40 heures. Exactement. Et je n'ai rien déboursé, ça a été payé par l'hôpital, en fait, pour me former. Je peux aussi travailler sur d'autres programmes, comme par exemple la cancérologie. Sur laquelle on va revenir aussi, que l'AFDET, c'est l'Association française de formation en éducation thérapeutique, il me semble. Pareil, on mettra le lien. Je te pose cette question parce que moi-même, je suis patiente expert. Alors moi, j'utilise le terme de patiente expert parce que je ne travaille plus avec des établissements de santé, mais plutôt j'apporte mon expertise dans des études, dans de la recherche. C'est cette formation, en effet, de 40 heures basée sur l'écoute active, basée sur la communication non violente, où des patients vont se former à communiquer et à faire avec les professionnels de santé, mais également à être ce qu'on appelle des pairs aidants, et c'est-à-dire à soutenir les personnes qui ont des pathologies qui sont semblables aux siennes, ou moi, dans mon cas, vu que j'ai une maladie rare auto-immune, trouver d'autres pathologies où je peux agir, et dans mon cas, c'est plus sur tout ce qui est cancer, AVC et asthme. Et donc, tu as co-créé ce programme qui, aujourd'hui, est validé donc par l'ARS, par l'État français, et qui a lieu où, quand, comment, est-ce qu'on peut en parler ? Ouais. Et juste après, on reviendra quand même sur ton parcours de cancer pour savoir comment ça s'est fini pour toi. Ok. Parce que le temps passe trop vite. Donc, allons-y. Allez, donc il a été validé. On a donc mis un peu moins d'1 an pour le travailler. En général, il faut savoir que des programmes comme ça prend entre 3 à 5 ans. Et on a validé 3 cycles. On a eu le premier cycle qui vient de se clôturer là, cette semaine. J'ai vu ma dernière patiente en séance individuelle cette semaine parce que j'ai mené toutes les séances individuelles. Bravo et merci. Merci. Ouais, l'autre patient partenaire a animé le tout premier atelier.
Et le deuxième cycle démarre en novembre. Donc là, moi, je vais animer le tout premier atelier et elle va faire les séances individuelles. Là, on est déjà complet. Et la troisième session va démarrer en mars 2026 sur le territoire 6 de notre région. Donc ça inclut Saint-Malo, Dinan, Combourg, Dol de Bretagne. Et on essaye de tourner sur les hôpitaux de la région pour que les patientes puissent avoir accès aux structures en fonction de leur lieu d'habitation. Voilà, ça consiste à un bilan éducatif partagé que l'on fait avec la patiente. Donc, c'est comme une anamnèse et c'est là où souvent il y a quand même un gros déclic pour la patiente. Ensuite, il y a 4 ateliers en groupe sur des thématiques comme la douleur, les émotions, le stress, la fatigue. Et ensuite, il y a un atelier optionnel qui découle en général des besoins du groupe. Donc, ça peut être l'alimentation, l'éducation physique adaptée, la vie intime et sexuelle. Il y a une séance individuelle avec une patiente, mais qui n'est pas obligatoire, c'est en fonction des besoins des patientes. Et ça se termine par un bilan final. Et donc ça dure environ 6 semaines. Je peux te dire que quand elles arrivent au début et quand elles repartent à la fin, si on a semé une petite graine, s'il y a eu un déclic, c'est déjà gagné. Voilà. Vraiment bravo et merci de participer à mettre en place cette typologie de programme. 2 termes sur lesquels j'aimerais revenir, donc c'est l'anamnèse qui est en fait le fait de revenir sur son parcours, de se souvenir, de retracer d'un point de vue historique ce qui nous est arrivé. Et l'autre chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est le bilan thérapeutique partagé. Est-ce que pour le coup, toi, tu veux nous expliquer ce que c'est? Comme ça, c'est pas que moi qui explique les termes. Le bilan éducatif partagé, le BEP, le truc qu'on fait au début. Alors, j'en ai pas fait du tout pour ma part pour la première fois, mais en fait, on découvre l'histoire de la personne, ses ressentis, comment se sont passées son histoire avec le corps médical également, quels ont été les examens qu'elle a eus, quels sont ses modes de vie, est-ce qu'elle est entourée. En fait, c'est vraiment connaître la personne dans son ensemble pour voir déjà si elle peut être intégrée au programme, si ça correspond ou pas. Parce qu'il faut savoir que ce programme est ouvert aux personnes en cours de diagnostic ou diagnostiquées, tu vois. Ok, C'est important de le mentionner. ok. À partir de ce bilan, on prend des notes et la patiente est là à côté. Et si elle ne veut pas qu'on mette les notes, elle a son droit de regard sur ce bilan. Absolument. Voilà. Et de ce bilan, j'imagine que du coup découlent les besoins et les attentes et du coup les Exactement. objectifs pour la patiente. Exactement, c'est ça. Tout à fait. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup Aurélie. Et pareil, on mettra le lien vers le programme dans la description du podcast. Là, on est en octobre 2025. En novembre va débuter le nouveau programme. Mais nous, la seconde saison démarre en 2026. On fera la promotion à fond pour le programme pour mars 2026. C'est ça. Et surtout que, je le dis, si jamais le programme fonctionne bien, et on l'a présenté hier sur un autre territoire qui n'appartient pas à notre région, on était à Vannes, il y avait l'agence régionale de santé qui était là, et ils nous ont dit que notre programme était innovant. On va croiser les doigts pour qu'ils nous fassent une dotation de fonds pour avoir d'autres cycles en 2026 pour les femmes. Ah, tellement, on croise les doigts, on croise les orteils, on croise tout ce qu'on peut croiser pour que ça fonctionne. Parce qu'on rappelle que l'endométriose, eh bien, ça touche une femme sur 10 dans le monde et qu'il faut entre 7 et 10 ans pour être diagnostiqué et qu'en attendant, eh bien, ça crée des dépressions, ça crée de la perte de l'estime de soi et certaines femmes sont désociabilisées à cause des douleurs qui sont liées, eh bien, à l'endométriose. Et que l'endométriose, c'est pas juste des règles qui font mal et où t'es au fond de ton lit. Pour certaines personnes, c'est tomber dans les pommes, c'est avoir une atteinte respiratoire, c'est avoir une atteinte au niveau des intestins, comme toi. C'est vraiment ta qualité de vie qui est mise à mal et jusqu'à ta santé mentale. Et donc, vraiment, c'est important. Une fois de plus, Aurélie, merci pour ce programme. On va bientôt arriver à la fin de cet épisode, mais d'abord, est-ce que tu peux nous dire du coup 2 mots par rapport à ton cancer ? Comment s'est passé le parcours? Comment ça s'est fini? Bon, tu es là, donc... Tu sais ce qu'on dit, hein, il n'y a pas de petit cancer. On va Non, commencer il n'y a comme pas ça. de petit cancer. C'est ça. Un cancer est un cancer. Non, je rigole, bien évidemment. Ne minimisons pas le cancer. Il n'y a pas de petit cancer. À la base, évidemment, c'était un cancer qui aurait dû durer, on va dire, sur un traitement de 6 mois avec ce qu'on appelle une tumorectomie. Donc, on enlève la tumeur, on fait de la radiothérapie, on prend de l'hormonothérapie pendant 5 ans. C'est très lourd comme impact. Il ne faut pas minimiser non plus le post-cancer, la période post-cancer. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ça aurait été trop facile, bien évidemment. Bien évidemment. Quand j'ai eu ma première chirurgie, la biopsie était complètement différente de la biopsie de départ. Et en fait, il s'est avéré que mon cancer était beaucoup plus agressif et qu'il fallait démarrer une chimiothérapie 1 semaine après, à laquelle, au bout de 6 mois, on allait enlever le sein. Voilà. Faire l'ablation du sein,
C'était pas le même parcours. J'ai eu à travailler énormément mon estime de soi, encore une fois, toucher dans ma féminité parce que voilà, l'endométriose n'est pas une maladie gynécologique, je le rappelle, c'est une maladie auto-immune systémique qui touche un grand nombre d'organes, mais évidemment, ça vient toucher la sphère gynécologique. Donc, le cancer du sein, ça venait encore toucher autre chose de ma féminité, entre guillemets. Et puis, perdre des cheveux, et enfin voilà, tout ce qui est image de soi, Bien sûr. on a pris cher. Donc, il a fallu que je retravaille beaucoup sur ça. Je pense que j'ai commencé à le travailler dès le début, en fait, dès que j'ai perdu mes cheveux. Grâce à la thérapie par la photo, ça m'a permis de me réapproprier mon corps au fur et à mesure du temps et à m'aimer encore plus. En fait, je me kiffe aujourd'hui alors qu'il y a 20 ans, j'étais bourrée de complexes. Yes, queen. Ouais, alors que j'ai quand même subi une amputation. Il faut dire le mot amputation, ablation, amputation, quoi. J'ai perdu une partie de mon corps quand même. Aujourd'hui, je m'aime vraiment et j'espère pouvoir véhiculer, enfin aider les femmes à traverser cette partie de la maladie qui est la réappropriation de son corps parce que tout va tellement trop vite dans le cancer au niveau des traitements, je veux dire. Tu tabasses, tu es là pour sauver la peau de ton cul. Il n'y a qu'un seul truc qui compte, c'est de survivre, de vivre. C'est pas une bataille, c'est survivre et vivre. À partir du moment où tu as la période post-cancer, tout s'arrête. Bon, tu as les traitements quand même, donc tout ne s'arrête pas, mais tout s'arrête au niveau de la prise en charge médicale en tant que telle. Et c'est là où tu t'arrêtes et tu te dis « Ah oui, il s'est passé tout ça. » Et moi, en fait, ma tête, elle est à droite et mon corps, il est à gauche. Et comment je C'est fais ça. pour réaligner le tout? Comment je C'est exactement ça. réintègre mon mental dans mon corps? Quel est ce nouveau corps? Qu'est-ce qu'il veut me dire, ce nouveau corps? Il a mal, il est douloureux, il est en souffrance, il a perdu une partie de lui. Il faut tout reconstruire, tout apprendre à se connaître de nouveau. C'est très complexe. Et ça touche l'estime de soi et ça fait partie d'un des ateliers de l'endométriose. Donc, l'estime de soi, on en revient encore une fois à ça, c'est une part primordiale pour avancer sur son chemin. Ah là là, on va devoir faire un deuxième épisode là-dessus. Aurélie, malheureusement, on arrive à la fin de ce premier épisode avec toi. Je suis trop bavarde. Pas du tout, tu es parfaite, tu es parfaite. Et la santé des femmes, il nous arrive 1000 choses. Si tu pouvais compléter la phrase, je pensais que j'étais la seule. Qu'est-ce que ce serait? Comment tu la compléterais? Je pensais que j'étais la seule à me sous-estimer. Peut-être que je dirais ça. Ouais. C'est ça. Tout à fait, le patriarcat nous fait nous sentir nuls en tant que personne et ensuite on nous dit que c'est de notre faute et que c'est une question de mindset et qu'il faut se reprendre en main et qu'il faut faire de la thérapie. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour prendre soin de toi? Pour prendre soin de moi, je fais de la méditation. Je fais 30 minutes de sport par jour, 6 jours sur 7. Waouh! Ça fait partie d'un accord que j'ai passé avec moi-même et mon oncologue parce que je ne prends pas tous les médicaments étant multipathologique. C'est pour éviter une récidive de cancer, donc c'est comme un médicament pour moi. Génial. J'ai mis en route pas mal de choses, de routine, on va dire. Et puis, je me fais belle et je mets des robes. Magnifique. Et tu mets des robes, même avec un sein qui a subi une ablation. J'ai été reconstruite, mais pas intégralement. D'accord. Voilà, j'ai D'accord. décidé de faire un tatouage sur la fin de ma reconstruction qui a eu lieu au mois de juin de cette année. Voilà, j'ai terminé avec un tatouage. Vous pouvez aller le voir sur le compte Instagram. On mettra le compte Instagram. Je prends soin de moi physiquement. Ouais, je prends soin de moi. Si tu avais un mot, une parole pour une femme comme toi, multipathologique, atteinte dans sa féminité, comme tu le disais, atteinte aussi avec ce retour de la société que c'est dans sa tête, que le problème c'est elle, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui ou à la toi que tu étais quand tu avais 20 ans, puisque tu parlais d'elle? Je pense que je lui dirais de ne pas rester seule, de trouver des personnes comme elle pour pouvoir faire un partage d'expérience parce que finalement la paire aidance, c'est ce qui m'a sauvée dans mon parcours de cancer du sein en tout cas. Et c'est comme ça que ça m'a donné la vocation de moi aussi aider les autres parce qu'on est souvent trop isolé avec la maladie. La santé mentale en prend un coup également. Et donc ne restez pas isolés. Je le vois bien que dès qu'on se met en groupe et qu'on avance ensemble, il y a du boulot de fait. Il y a du boulot de fait. Absolument, merci. C'est absolument important. Et c'est pour ça que le podcast existe et c'est pour ça qu'il s'appelle « Je pensais que j'étais la seule ».
La dernière question, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Et bien de continuer à me former en tant que patient partenaire parce que vraiment, c'est une vocation, c'est pas un travail rémunéré, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de bénévolat, mais ça me remplit dans mon cœur. Magnifique, magnifique, magnifique. Oui, parce que ça aussi, il faudrait qu'on en parle un jour. Si un jour on repense vraiment le système de soins et de se poser la question à qui appartient véritablement le système de soins et s'il appartient aux citoyennes et citoyens, les personnes qui se forment, parce que ces formations, c'est du temps, c'est de l'énergie, elles aussi méritent une rémunération au même titre que les professionnels de santé qui font ça comme métier. Aurélie, je te remercie infiniment pour ton temps, je te remercie pour ton énergie, je te remercie pour ce partage extraordinaire que tu as fait avec nous aujourd'hui. Comment tu te sens en cette fin d'épisode? Bien, je peux juste passer un dernier message? Vas-y. Non, parce que comme on est en plein octobre, quand on est en train de tourner ce podcast et que je fais énormément de prévention sur les réseaux, j'ai juste un truc à dire. Palpez-vous les seins tous les mois, s'il vous plaît, mesdames. C'est de la prévention primordiale, 1 fois par mois, 3 jours après ses règles ou le 1er du mois quand tu n'as pas des règles. Va voir sur mon compte ou un tuto sur Internet d'autopalpation. C'est un geste qui peut te sauver la vie et qui peut éviter des retards de diagnostic qui peuvent être fatals et qui peuvent se transformer en maladie chronique. Merci Aurélie, merci, merci, merci pour ce rappel, merci pour ce message, merci pour ta venue aujourd'hui, merci pour ton investissement et tout ce que tu fais. Ça donne de l'espoir et ça donne aussi des billes pratico-pratiques. Et donc j'espère que toutes les femmes de Bretagne qui sont concernées par l'endométriose vont venir taper à ta porte pour que tu puisses avoir les subsides nécessaires pour déployer ce programme sur tout le territoire et que ton programme inspire aussi d'autres personnes, d'autres patients partenaires et d'autres associations et les ARS locales pour offrir des solutions aux femmes qui sont concernées en France. C'est le programme de tout le monde, Ça appartient à tout le monde. Ça appartient à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir accueilli. Avec plaisir. Allez, à bien. Bye. Et merci à toi qui nous a écoutés. Merci d'être là, merci pour ton temps. Si cet épisode t'a touché, qu'il t'a parlé, je t'invite à le faire vivre. Partage-le avec une amie, une femme que tu connais et toute personne qui en aurait besoin. Je t'invite également à liker, commenter, t'abonner et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux @j'étais la seule pour continuer la conversation, soutenir cette communauté et si tu le souhaites, déposer ton propre vécu. Parce que chez Je pensais que j'étais la seule, on sait que parler c'est déjà agir et qu'agir c'est commencer à guérir. Prends soin de toi et à très bientôt.